Bonsoir. Le réchauffement des relations bilatérales franco-algériennes semble aller bon train. Visites successives des ministres français de l'Intérieur et de la Justice en Algérie, suivies de celles en France, depuis hier et en ce moment même, du ministre algérien de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales. Hormis les quelques apparitions et déclarations de pure forme, rien de bien particulier n'a filtré, si ce n'est une réunion des deux délégations présidées par les deux ministres. Des discussions préliminaires ont eu lieu entre les deux parties sur des dossiers de coopération sur la sécurité civile, la lutte contre la criminalité organisée et la problématique migratoire, notamment sur les laissez-passer pour des Algériens sous le coup d'OQTF. Le cas du journaliste Christophe Glaise aurait été ainsi rappelé en la circonstance. Et tous les sujets majeurs ont été abordés, entre guillemets, seulement abordés. Le réchauffement, c'est un peu ça, après une si longue panne sèche, et en attendant que ça se mette vraiment à carburer. Relations algéro-françaises, le dégel, point d'interrogation, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir ici avec moi aujourd'hui Idir Ounouren, analyste politique. Idir, merci d'être des nôtres. Merci pour votre invitation. Merci. Et une salutation à toutes celles et ceux qui nous regardent. Merci pour elles et pour eux. Brahim Younsi, analyste politique, aux côtés de son ami indéfectible, j'allais dire. Brahim Younsi, analyste politique, merci d'être des nôtres. Merci de l'invitation et bonsoir à tous. Merci. À vous d'abord. Merci. Alors, les relations algéro-françaises, la visite du ministre algérien de l'Intérieur, des Transports et des collectivités locales, titre à rallonge, hein, vous aurez remarqué. À chaud comme ça, l'un et l'autre, qu'est-ce que vous en pensez, Brahim Younsi? Apparemment, les choses s'arrangeraient. Mais nous avons l'habitude de la réconciliation, de la conciliation, puis de la brouille 24 heures, 48 heures après. Oui. Et cela est arrivé dans l'histoire des relations algéro-françaises. D'ailleurs, dès l'indépendance, après la signature des accords d'Évian, il y a eu tout de suite des crises, et des crises multiples entre l'Algérie et la France, pour des raisons quand même assez sérieuses. Je ne dis pas que les raisons d'aujourd'hui ne le sont pas, mais au lendemain de l'indépendance, il était question de choses beaucoup plus sérieuses, si j'ose dire, que la question de l'immigration, qui ne se posait pas à ce moment-là. Mais aujourd'hui, les questions stratégiques entre la France et l'Algérie se posent. Nous n'avons jamais fait partie du même camp stratégique avec la France, mais les relations humaines par l'immigration avait fait que les deux pays tenaient à, entre guillemets, ce qu'on appelait l'amitié algéro-française. Les questions qui se posent et qui se posaient et qui ont provoqué beaucoup de tiraillements, d'abord la question de l'immigration, ensuite les questions économiques, souvenez-vous, avec la question du pétrole. Notamment en 1975, je crois. Oui, même avant. Mais là aussi. des hydrocarbures. Oui. La question
des essais nucléaires. Ça avait posé beaucoup de problèmes. Et bien entendu, les relations bilatérales qui n'étaient pas toujours au beau fixe. Et si nous continuons comme ça, nous arrivons à la visite, la première visite d'un chef d'État français en Algérie. Et cette visite, celle de Giscard d'Estaing, en 75, en avril 75 précisément. Et là, il y a eu aussi immédiatement une rupture entre Alger et Paris. Et la rupture s'est faite sur la question du Sahara occidental. Parce que Giscard d'Estaing, à l'époque, il avait fait une déclaration qui avait fortement déplu. Il reconnaissait implicitement, pardon, vas-y. Giscard d'Estaing avait dit à l'époque, je m'en souviens, ça a été répercuté dans toute la presse, même Paul Balta à l'époque, correspondant du Monde qui connaît bien, la France n'était pas contre la création de micro-États, ce qui mettait déjà une impasse quant à l'évolution de la question du Sahara occidental. Oui. Mais d'ailleurs, au départ, immédiatement après, d'abord, il y avait une incompréhension entre les deux chefs d'État, entre Houari Boumediene, que Dieu ait son âme, et Giscard d'Estaing. Que Dieu ait son âme. L'incompréhension totale, au point où, sur la question du Sahara occidental, Houari Boumediene a eu ce mot. Et Giscard d'Estaing cache un poignard sous sa djellaba. Oui. Cache un poignard courbe, je crois. Un poignard marocain sous sa djellaba. Voilà, un poignard marocain, très exactement, un poignard marocain sous sa djellaba. Et c'est vrai aussi que quand on visite le site de l'Élysée, il y a une déclaration de Giscard d'Estaing qui était très claire, très très claire. Il reconnaissait, bon, ce n'était pas une reconnaissance officielle, mais c'est le chef de l'État qui le dit, le Sahara occidental marocain. Que le Sahara était marocain. Mais Alger avait continué à commercer, notamment avec la France, à avoir des relations, disons... C'était le premier partenaire économique oui. Pendant longtemps, avant de déchoir. Très longtemps. Mais les choses, pour aller vite, parce que les relations entre la France et l'Algérie, c'est en dents de scie. Hein, il y a des hauts et des bas, etc. Mais quand arrive la gauche, les socialistes, François Mitterrand, souvenez-vous du mot de Claude Chesson, qui était le ministre des Relations extérieures à ce moment-là, c'est le coup de passion. Et il avait dit c'est un coup de passion entre l'Algérie et c'est des relations passionnées et passionnelles. Bon, c'est dire que entre ces deux pays, entre notre pays et la France, ça a été « je t'aime moi non plus ». Oui, mais c'est juste pour intervenir. Bon, il s'est trouvé que c'était Mitterrand. Claude Chesson, ministre des Relations extérieures, c'est bien de le rappeler. Et c'était Pierre Mauroy qui était Premier ministre, me semble-t-il. Tout à fait, oui, tout à fait. Mais la gauche française, c'est juste parce qu'il faudra revenir au cœur de cible, la gauche française ne s'est jamais remis d'avoir signé les pleins pouvoirs à Guy Mollet. Elle a un complexe par rapport à l'Algérie. À l'époque, je pense même, mais si tu peux me reprendre, ou vous pouvez me reprendre, je crois que M. Mitterrand était ministre de la Justice ou de l'Intérieur. Les deux. Oui. Donc, et c'est à partir de ce moment-là que la gauche française a un complexe vis-à-vis de la guerre d'indépendance. Voilà, j'aurais terminé. Quand il est venu en Algérie, il était venu en tant que ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais il a été aussi ministre de la Justice. À un moment donné, François Mitterrand. Moi, la question que j'aimerais vous poser à tous les deux, mais Idé, vous voulez dire quelque chose? Non, ça tire juste qu'il termine sur mais moi, c'est sur ça que je voulais poser une question. Oui. La réaction quasi épidermique, quasi hystérique de M. Tebboune après la lettre de Macron en juillet 2024 à Mohamed VI sur sa reconnaissance, sur comment dirais-je, quelque sorte la légitimité marocaine sur le Sahara, ou du moins sur la thèse marocaine sur la question sahraoui. Il y a à peu près 130 pays qui sont dans la même démarche, dont 3 membres du Conseil de sécurité. Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Et M. Tebboune n'a réagi à aucune déclaration de ces 130 pays à peu près. Pourquoi la France? Pourquoi? Parce que la France, c'est cette relation passion, comme l'a évoqué
Brahim, il y a une guerre de libération, il y a un mouvement national, il y a une colonisation qui a été abjecte. Et on ne peut pas oublier Bugeaud, on ne peut pas oublier Cavaignac, on ne peut pas oublier. C'est pas possible d'oublier. Oui, mais ça, c'est algéro, français, franco-algérien. Oui, mais attendez, oui. Par rapport à la France, déjà. Oui. Pour ce qui est de la France, pourquoi on sait pour y arriver on a eu un passé historique commun, donc ça prend infiniment plus. Pourquoi? Parce que l'Algérie est aussi dans une espèce de relation mémorielle avec son passé. Oui. Et fatalement, même s'il a une position victimaire un peu, le pouvoir algérien, ou les Algériens en règle générale, mais le fait d'être dans cette posture-là, c'est un acte de souveraineté. C'est pour ça que j'ai parlé des violations de droits de l'homme et des crimes. Donc la France, c'est très particulier dans sa relation à la fois politique, humaine, psychologique avec la France. Oui. Ça, c'est un. Et puis, deuxièmement, c'est que, ce qui m'inquiète, c'est que, la Russie est en stand-by, mais plus tendance reconnaissance. Voilà. Et puis, il ne fait pas bon d'être l'allié, je dis ça un peu en caricaturant, des Russes. On a vu ce qu'ils ont fait quand Maduro a été kidnappé. On a vu Bachar al-Assad. Oui. On a vu les Iraniens. Comme quoi, il ne fait pas très bon d'être l'allié des Russes. Pas trop y compter. Non, oui, tout à fait. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Par contre, là où c'est quand même gênant, c'est que des pays frères. Oui, là, je vais être des pays frères, pour utiliser le jargon officiel. Voilà, des pays frères, comme toutes les monarchies. Oui, l'Égypte. Non, toutes les monarchies du Golfe. L'Égypte et beaucoup d'autres pays. Oui, oui. Et là, on paye. On ne peut pas les compter simplement sur le bilan de M. Tebboune, de ses 7 ans de gouvernance. Oui. Mais c'est tout un bilan depuis pratiquement la première maladie de Bouteflika. Oui. On ne peut pas lui escompter toute cette faillite diplomatique par rapport à la question. Mais c'est une question qui est fondamentale parce que, regardez ce qu'a fait Boutros, l'envoyé spécial de M. Trump. Bon, je pense Boulos. Oui. Il faut à tout prix, on l'avait évoqué souvent avec Brahim, il faut à tout prix que cette histoire-là, ce problème-là, l'Algérie sorte par le haut. Oui. Pourquoi? Parce que, maintenant, il ne faut pas dire la souveraineté, je veux bien. On sait que déjà que le Polisario est algéro-dépendant sur tout, vraiment tout. Oui. Il faut qu'on arrive à trouver une solution. Il y a des solutions techniques, évidemment. Mais il a dit Tebboune. Oui, la résolution. Des résolutions de l'ONU. Voilà. Mais donc, pourquoi la France? Pourquoi il ne réagit pas contre les pays frères? Pourquoi il ne réagit pas? C'est ce que je vous ai expliqué, c'est la crispation permanente. Et on n'a pas soldé les comptes avec la France. Là, j'y reviendrai tout à l'heure pour justement quel est le rôle de l'Algérie en fonction des prochaines présidentielles françaises. Oui. Ça, c'est fondamental pour nous. Oui. Mais pour la France, évidemment, c'est plus facile. L'Espagne aussi. Oui. Il n'y a que l'Italie qui est restée en stand-by. Et puis, n'oubliez pas une chose, l'Algérie se sent forte aujourd'hui parce que c'est suite à la crise russo-ukrainienne qui a fait augmenter, qui a eu une demande. Absolument. Et maintenant, on est presque dans tu me corriges, dans une diplomatie proactive, de l'énergie. Oui. Donc, tout le monde veut venir. Pourquoi? Je vous dis juste une chose, la Banque mondiale, le FMI, ont annoncé hier qu'il fallait que la crise du détroit d'Ormuz soit réglée dans les quelques semaines, très peu de semaines devant. Oui. Sans ça, il risque d'avoir pénurie mondiale de pétrole. Vous imaginez toutes les conséquences que ça a? Absolument. Et comme toutes les répercussions, dit beaucoup, les répercussions diplomatiques aussi. Oui, mais sur la vie sociale des citoyens. Oui. Vous savez que l'économie, c'est quoi? C'est de l'énergie transformée. Imaginez tous les coûts pour les produits de matières premières. Tout va augmenter. J'ai même dit tout à l'heure à Brahim au téléphone, j'ai dit ce serait bien que la France subventionne les produits de première nécessité pour rigoler un petit peu. Oui. Ouais. Voilà, c'est dans toutes ces... Mais la France, c'est une crispation et c'est un peu normal. Oui, et mais pas simplement sur l'affaire du Sahara. Oui, mais c'est une question de souveraineté nationale pour la France. Oui. Ils ont le droit d'opter pour entièrement d'accord avec vous. Pourquoi alors l'Algérie, qui ne réagit pas à l'Égypte, à l'alignement de l'Égypte, des pays frères, comme ils disent, du Golfe, des pays africains, des pays un peu partout dans le monde, 130 pays. Juste pour terminer, je laisse la parole à Brahim. L'Ouattane a titré, après l'intervention de M. Barrot à Rabat. Je vous remercie de mettre Algérie, c'est un acte de sabotage dans la relation algéro-française. Mais évidemment que la France est souveraine. Et tenez-vous bien, certaines indiscrétions, et même je crois que ça a été rapporté dans la presse,
le président Macron a averti Tebboune qu'il allait reconnaître la marocanité. Oui, oui, Tebboune l'a dit lui-même. Il faut assumer, acter et trouver une porte de sortie honorable pour tout le monde. Oui. Mais cet article du Monde, justement, quand on sait que la presse algérienne ne peut pas se permettre de faire d'éditer, de publier un tel article sans feu vert. Non, c'est une commande qui a été faite là. Alors, d'un côté, M. Attaf, dans une déclaration publique relayée par la télévision, qui se dit satisfait, que l'Algérie est satisfaite des actuelles discussions entre le Polisario et le royaume chérifien, et qui dit avoir soutenu cette initiative pendant 50 ans, et à côté, l'Ouatan qui sort un tel... c'est quand même incroyable. Non, c'est incompréhensible. Ah oui, un brûlot. Non seulement c'est un brûlot, non, rien que le titre. Oui, oui. Rien que le titre. Un acte de sabotage. Un acte de sabotage. Qui veut saboter la relation algéro-française? Alors que le titre de l'Ouatan, c'est un bon de commande. Absolument, c'est évidemment. Un bon de commande. Ça ne peut pas être autre chose. Évidemment. Les relations algéro-françaises sur la question du Sahara occidental, elle a toujours été en dents de scie, comme cela, mais elle n'était pas publique. Voilà, ce n'était pas public. Les rivalités... Tout à fait. Bon, elle n'était pas publique. Déjà, sous François Mitterrand était prêt. D'ailleurs, si quelqu'un ou si les téléspectateurs veulent aller sur le site de l'Élysée, verrez cela, les discours sur la question du Sahara occidental, à la fois de Giscard d'Estaing et puis de François Mitterrand. Oui. François Mitterrand était prêt au tout début des années 80, quand il est arrivé à la présidence de la République, il était prêt à reconnaître la marocanité du Sahara occidental. Sauf que ça ne s'est pas fait encore de façon officielle. Non, mais il allait le faire officiellement. Oui. Il n'a pas eu le temps. Mais il avait une opposante à ses côtés. C'était Danielle Mitterrand. Madame Mitterrand a empêché la reconnaissance officielle du Sahara occidental. Parce qu'elle était présidente de son ONG, je pense, à l'époque même, France Terre d'Asie. Absolument. C'est ça? Absolument. Et en plus, à l'époque, il n'y avait pas encore... comment dirais-je, le statut de large autonomie aux Sahraouis, à l'époque. Oui. Il n'y avait pas encore le statut de large, il n'y avait pas le plan d'autonomie. Non. Voilà. Mais sur le principe, évidemment, les Français ont toujours été pro-Maroc. D'ailleurs, comme Mme Mitterrand était très engagée dans la lutte pour les droits de l'homme, et notamment au Maroc, avec tous les opposants qui étaient emprisonnés à Tazmamart. Et elle avait fait un travail fantastique. Comment s'appelait? Ah oui, absolument. Du temps de Hassan II. Du temps de Hassan II, évidemment. Donc il y avait une bagarre qu'elle menait ouvertement. Et elle gênait la politique étrangère de la France vis-à-vis de la monarchie marocaine, Danielle Mitterrand. Et elle a obtenu que son mari de président ne reconnaisse pas officiellement la marocanité du Sahara. Et puis, aujourd'hui, il y a eu, même avec aujourd'hui Mohamed V, vous avez certainement connu, comment s'appelle-t-il, qui était poliomyélitique. Mohamed VI, vous voulez dire? Non, quelqu'un qui était dans l'opposition, beaucoup qui étaient dans l'opposition, qui avait créé un parti qui s'appelait El Amam. Et c'est des gens d'extrême gauche, et qui étaient pour l'indépendance du Sahara occidental, qui ont été mis en prison pendant des années, 12, 15, 18 ans de prison à Tazmamart. Et quant à la mort de Hassan II, ils ont été libérés par Mohamed VI, mais ils reprenaient leurs droits, j'allais dire, civils et politiques, à la condition qu'ils ne parlent plus de ça. Qu'ils non seulement ne parlent plus de ça, mais reconnaissent eux-mêmes la marocanité du Sahara. Et même s'ils ne la reconnaissent pas, ils ne doivent pas l'exprimer. Et le dernier d'entre eux vient de mourir. Vient de mourir. C'est dire que... Parce que les gens n'étaient pas avec vous tout à l'heure. Et vous, Ibrahim, j'ai l'impression que vous êtes deux crocomores ce soir. C'est dire que cette question du Sahara occidental affectait les relations algéro-françaises quand la France se rapprochait
de la marocanité du Sahara occidental, mais aussi affecté les relations franco-marocaines sur la position de la France qui ne reconnaissait pas officiellement. Qui ne reconnaissait pas encore. Alors, nous revenons donc à ce réchauffement annoncé. Comment voyez-vous les choses, Idir? Bon, je pense que c'est un réchauffement qui est d'une impérieuse nécessité pour les deux pays, me semble-t-il, pour d'infinies raisons. Maintenant, à quel niveau de maturité se sont-ils inscrits? C'est sûr que c'est une nouvelle étape. Est-ce qu'il faudra se mettre en confiance les uns et les autres? Mais ils se connaissent tellement. Les exigences des Algériens elles sont d'ordre judiciaire d'abord. C'est comment récupérer tous les blogueurs, tous les opposants, etc. Ça, c'est impossible. Oui, mais ça, c'est un moyen de pression. Oui. C'est tout, pas plus, pas moins. Même s'ils mettent toute la pression du monde. Ils ne pourront pas. Comme il y a une séparation des pouvoirs, la justice est indépendante. Tout à fait, même pour Ils sont censés savoir qu'ils ne peuvent pas obtenir gain de cause. Oui, mais excusez-moi, même pour... Il y a eu combien de demandes d'extradition sur pas mal de citoyens algériens, en France particulièrement, dont un, M. Bouchouel, il est binational, il est français. La France n'extradie jamais ses ressortissants, donc c'est bouché aussi. Donc c'est toutes ces questions-là. Par contre, cette visite, de manière protocolaire, la délégation algérienne était relativement représentée à un haut rang. Il y avait le commandant de la gendarmerie nationale, il y avait le directeur de la DGSI, le nouveau, il y avait de très très hauts fonctionnaires. Il n'y avait pas le DGSE, par contre. Algérien, non. Parce que lui, c'est. Moussaoui, parce qu'il serait peut-être un peu mouillé dans l'affaire. Dans l'affaire du kidnapping. Du kidnapping de Amir DZ. Non, je suis incapable de vous répondre. Non, je suis incapable. C'est ce qu'on dit un peu dans les réseaux sociaux. Donc, est-ce qu'ils sont à même de préparer l'environnement nécessaire afin de dénouer toutes les contradictions, tous les hiatus, toutes les incompréhensions sur plein de sujets, sur les OQTF, sur la mobilité, quand je dis mobilité, il y a les visas sur la sécurité, sur la lutte contre les narcotrafiquants, la lutte contre les réseaux, entre autres, les réseaux criminels de toutes sortes, contre peut-être aussi le blanchiment d'argent. Donc là, c'est plus des dossiers techniques. Quand on voit le ministre de l'Intérieur qui a osé, M. Nunes, qui a osé dire, avant que je ne prenne mes fonctions, il y avait 0 au QTF. Et là maintenant, il y en a 150. Pendant toute la période de Retailleau, disons, il y a eu 0. Et là, depuis février seulement, il y en a 150. Et puis, M. Retailleau et consorts n'ont pas compris une chose. Normalement, ils doivent être instruits par leur service. C'est-à-dire que, quel que soit ce pouvoir que nous combattons, etc., que l'Algérie, en règle générale, fait corps quand il s'agit des attaques frontales comme ça sur le pays, en règle générale. Et il sait très bien que le rapport de force, ça ne marche pas. Il y a les Chaoui comme chez vous, Maza ou l'Otart. C'est comme ça. On est fait comme ça. Et deuxièmement, il faut aussi rappeler qu'il ne faut pas voir simplement la visite du ministre de l'Intérieur en Algérie. Il faut voir les visites précédentes. Il y a eu M. Nunes qui est parti. N'oubliez pas la visite du ministre délégué à l'armée, qui est, et en plus, Madame, je ne me souviens plus de son nom, qui a célébré avec nous le 8 mai 1945. Madame Alice Ruffo. Voilà, qui a célébré avec nous le 8 mai 1945 en tant que ministre délégué à l'armée. À Sétif, c'est un geste de fleurs, c'est un geste fort, symbolique. C'est une reconnaissance par les faits, pas par le droit, parce qu'il n'y a pas eu d'accord, de facto. Que la France a commis un crime, de facto. C'est clair. Il y a aussi la visite de M. Darmanin, indépendamment de sa filiation. Il a, en tant que ministre garde des Sceaux, il a parlé évidemment du journaliste Glaise, qui d'ailleurs il fait partie du communiqué du ministère de l'Intérieur français. Il y a une coopération judiciaire qui doit être relancée. Les Algériens vont faire pression pour récupérer certains opposants, mais M. Darmanin a dit quand c'est pas légal, c'est pas légal, donc circuler n'a rien à voir. Donc ce dossier-là, il faut voir de manière holistique, c'est-à-dire pas compartimentée.
Parce qu'il ne suffit pas qu'un département fonctionne bien, que les autres fonctionnent mal. Et toute la relation ensuite est toxicisée. Donc c'est pour ça qu'ils vont doucement. Et moi je pense encore aujourd'hui, malgré le côté technique très précis, que c'est une visite diplomatique, c'est une visite symbolique. Les vrais sujets, les vrais problèmes vont commencer incessamment sous peu. Moi je vais vous poser une question un peu tirée par les cheveux, à tous les deux. À tous les deux. Vous êtes de Corvée aussi? Oui. Qu'on me pardonne hein, si je me montre un peu biscornu dans l'approche, mais on attend de l'affaire Glaise qu'elle débouche sur une grâce présidentielle accordée par M. Tebboune. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on lui a demandé de ne pas interjeter appel pour pouvoir bénéficier. Donc, comme ce sera donc un jugement définitif, c'est déjà un jugement définitif, donc M. Tebboune pourrait le gracier, c'est ce qui est attendu. Et pourquoi ce ne serait pas la même chose côté agent consulaire en France, qui pourrait être condamné définitivement aussi, et qui pourrait lui aussi être gracié par M. Macron? Le problème, c'est que notre fonctionnaire consulaire, dépendant du ministère des Affaires étrangères, n'a pas été jugé. Donc on ne peut pas. Oui, on attend qu'il soit jugé. Oui, peut-être qu'il attend. Et qu'il ne ferait pas appel. D'accord, qu'il attend et qu'il ne ferait pas appel, etc. Oui, peut-être, mais je pense que c'est une monnaie d'échange assez... Bon, je ne pense pas que les Algériens puissent descendre aussi... c'est la mesquinerie, je pense, à ce niveau-là. Il me semble-t-il. Hein. Pour les Français, c'est un dossier épineux. Épineux dans la mesure où la justice française, il faut le dire, est indépendante. Oui, mais une fois que le jugement prononcé... Ah oui, c'est autre chose. Là, oui. le président français pourrait se servir de sa prérogative de grâce présidentielle pour pouvoir l'élargir. Mais est-ce que la justice française... Elle est très vite. Combien de temps ça prend de juger ? Est-ce qu'elle a programmé le jugement de ce diplomate, entre guillemets, de cet adjudant, je crois, hein, qui a le statut diplomatique? Il n'a pas de statut diplomatique. C'est un agent consulaire. Il n'a pas de statut diplomatique. Ah bon? Relevant du ministère des Affaires étrangères. Voilà, mais il n'a pas d'immunité diplomatique. Ah, ce n'est pas pareil. C'est établi. Bon. Oui. C'est établi, parce que moi j'ai lu le contraire. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu l'arrêter. Ah, non, ils peuvent l'arrêter. Mais dans des conditions de levée d'immunité qui sont très complexes. Mais ça n'a pas été le cas parce qu'il n'a pas d'immunité diplomatique. Cet arrangement, si l'on peut dire, cette réconciliation ou cette conciliation entre les deux pays, la crainte est qu'il y ait des répercussions, comme toujours d'ailleurs, sur l'opposition. L'opposition est active, qu'on le veuille ou non. Oui. Et qu'on le veuille ou non également, la France, partout dans les grandes villes françaises, c'est une plateforme, c'est une place forte de l'opposition algérienne. Oui. Et cela, nous l'avons vécu, nous, à l'époque. Oui. Quand Chadli Benjedid était venu en 1983 à Paris, en visite officielle, en tout cas nous, singulièrement nous avions été, pour certains d'entre nous, ont été, entre guillemets, déportés vers d'autres villes pour qu'ils ne restent pas à Paris, hébergés dans des hôtels. Moi, j'étais confiné chez moi. Oui. Astreint à résidence. Je ne sortais pas de chez moi. Donc, il ne fallait pas aller perturber le voyage de Chadli Benjedid. C'est dire que... Ce sont des mesures un peu parallèles. Oui, mais ça peut aussi... Ça pourrait être le cas aujourd'hui. Mais ce ne sera pas, en tout cas, des décisions de justice. Ça se passe dans beaucoup de pays. Non, c'est pas singulier à la France. Non, c'est pas singulier à la France. Voilà. Oui. Alors, soit pour les réfugiés politiques qui ont statut de réfugiés politiques, ils ne sont pas extradables. Tout à fait. Non. Soit pour les franco-algériens, parce qu'ils sont français, ne sont pas extradables. Soit pour les résidents en France qui n'ont pas de statut de réfugié et qui ne sont pas franco-algériens, mais qui ne sont pas extradables
sauf par la justice. Or, la justice française n'extrade pas ce genre de, Non. Non, mais ça dépend. de profil. La justice, ça me fait rappeler l'affaire de Ben Halima, dans le cadre de l'ONG où je collabore. Comment il a été remis aux autorités algériennes? C'est un scandale. C'est un scandale par des personnes que nous connaissons tous. C'était un arrêté administratif, ce n'était pas une décision de justice. Quand vous évoquez la décision de justice, non, un arrêté administratif peut vous reconduire. Ah bon? Uniquement, oui. Et justement, ça m'a fait rappeler. Dans le cas de droit commun. Non, même. Nous avons vécu aussi cela. Bon, moi, je n'ai pas été touché. Il y a 13 de nos militants à l'époque du MDA, dont des responsables, qui avaient été arrêtés par Charles Pasqua en 1986. D'accord. Parti de MDA, de parti oui, de M. absolument, Bembella. absolument, oui, absolument. De feu Bembella. Oui, Rabbi Rahmou. 13 personnes, 13 dont des responsables de premier plan. Mais c'était du temps de Pasqua, où Oui, la de loi, Pasqua, on lui forçait un peu la main. Non, pas sur les... Oui, d'ailleurs, Messili était l'avocat des 13. D'accord. L'avocat des 13. Bon, finalement, il y a eu un jeu de la part des autorités françaises pour ne pas les expulser parce qu'il y avait une grève d'Air France. D'accord. Il y avait une grève d'Air France, donc ils ne sont pas partis. Et finalement, bon, il y a eu des tractations. Bon, je ne vais pas les dire ici, mais il y a eu des tractations. Et il ne faut pas oublier qu'à l'époque, au Liban, il se passait des choses, etc. Donc, il y a eu des tractations pour que les 13 ne soient pas extradés. Voilà. Donc, ça aussi, la justice n'est pas partie prenante dans ce type de négociations administratives. Oui, c'est ça. Absolument. Vous vouliez dire quelque chose? Oui, je voulais dire, pour revenir à la visite de notre ministre de l'Intérieur, c'est que dans le communiqué officiel français, je lis très rapidement, les deux parties ont convenu de reconstruire des mécanismes de coopération opérationnelle réguliers, de reconstruire. C'est très important, avec leurs administrations et services spécialisés, avec des objectifs concrets et des mécanismes de suivi. Ce qui veut dire que rebâtir donc cette relation opérationnelle. Sur le terrain. Ouais, ça veut dire beaucoup de choses. Oui. Qu'est-ce qui se cache derrière ce côté opérationnel, avec les objectifs concrets? Si on est en négociation, c'est qu'on a des objectifs concrets. Est-ce qu'ils sont stratégiques ou pas? Quels sont ces objectifs? Quelle sont la nature de cet objectif? Les natures des objectifs? C'est des questions qui méritent d'être posées. Qui seront posées pour longtemps, puisque... Oui, tout sinon, à fait. Mais je vais vous annoncer quelque chose. Oui. Je viens de perdre un pari avec Maître Rahmoun. Très bien. Hier, il avait dit M. Macron ne recevra pas M. Sayoud, le ministre de l'Intérieur algérien. Et il l'a reçu. Il ne l'a pas reçu. Ah non, il l'a reçu. Non. Ah si, j'ai lu. Quand Ah oui, aujourd'hui. Parce qu'on vient de me dire que M. Sayoud vient de partir sans être reçu. Non, Sayoud reçu discrètement par Macron. Ah, discrètement, ça veut dire pas donc, officiellement. Donc vous n'avez pas tout perdu. Il n'est pas tout perdu. Parce que, vous avez un bon avocat. Parce qu'officiellement, il ne l'aurait pas reçu. C'est ça. Discrètement. Mais... alors peut-être que Macron a voulu rattraper, comme il sait le côté très ombrageux des Algériens, qui sont au régime, qui sont... De toutes les manières, la manière avec laquelle il devait le recevoir, ça devait être une manière un peu solennelle. Oui. Parce que M. Tebboune a reçu de manière son homologue de manière un peu solennelle. Or, il se trouve qu'aujourd'hui... Mais il l'a reçu discrètement. Je suis content, je n'ai pas perdu mon pari. Pas entièrement. Il se trouve que monsieur comment il s'appelle? M. Sayoud. Oui. Donc, a été reçu discrètement, Brahim nous informe, c'est que l'agenda de M. Macron était pris, parce qu'aujourd'hui, il est à Clairefontaine, il est chez l'équipe de France, il devait déjeuner, donc toute l'après-midi était prise. Il aurait pu le recevoir ce matin ou au travers de quelque chose, de manière discrète, ce qui est peut-être, si l'on pas rendu public, c'est peut-être que c'était entre deux portes, entre deux rendez-vous. Ouais, ça peut se concevoir. Très certainement, comme M. Tebboune a reçu son homologue. Oui, c'est la réciprocité, ça. Il a voulu être dans la réciprocité, mais comme il n'avait pas beaucoup de temps, que ce n'était pas prévu,
protocolairement, il l'a reçu entre deux portes. Oui, quoi. certainement, oui. Il lui a consacré 5 minutes, ou 5 une minutes juste poignée pour de dire, main, voilà, je l'ai reçu. Et lui transmettre les salutations du président. Voilà. De façon vraiment bon. peu cavalière, pour le moins. Pour cette relation aussi, il faut reconnaître une chose, c'est que depuis juillet 2024, il y a eu le rappel de l'ambassadeur, me semble-t-il, 2024, par là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a eu aucune relation avec la France. Tout était bouché, ni économique, sauf les contrats en cours, bien sûr. Ni économique, ni à tel point qu'ils nous ont fait la pression sur le visa. Diplomatique. Oui, mais diplomatique, il y a pratiquement plus d'ambassadeurs. Par les consulats qui... Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que cette reprise, parce que tous les dossiers ne peuvent pas se traiter au cours d'une visite, bien que je suppose que tous les techniciens et directeurs centraux des ministères, des notes, ont préparé les dossiers, etc. Mais ça ne peut pas se traiter. Peut-être qu'une autre visite dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, il parle de périodicité de rencontre. Et ça, c'est un travail au long cours. Ce qu'il faut retenir uniquement, c'est que c'est le dégel, et que ça doit s'inscrire dans la durée. Cette durée et les fonctions de la confiance, et les fonctions aussi ils doivent faire l'économie de conflits marginaux. Je parle de la France et même des Algériens. Oui. Je crois qu'on doit se mettre à l'échelle des relations de nos deux pays. Et vous avez oublié quelque chose. Oui. Très important. Oui. Peut-être la plus importante, vous l'avez oublié. Ça y est, oui. Il me casse. Je l'ai épinglé, là je l'ai attrapé. Ah oui, j'adore. C'est les visas pour les dignitaires du régime. Oui. Le retour des fameux passeports diplomatiques. C'est un truc dans c'est parce que ce qui a le plus touché le régime algérien, c'est cet aspect des choses, qui ne peuvent plus venir en France dans leur base arrière, chez eux, là où ils ont planqué les bonbonnes et l'argent. Beaucoup ont perdu là-dessus pendant cette période, ils ne pouvaient plus venir ici comme ils voulaient. Ce que je voulais dire, juste pour terminer sur ça, le vocabulaire utilisé dans le communiqué, c'est pragmatique, graduel, pour des résultats concrets. Et créer ce qu'on appelle une hygiène de travail, eux disent des habitudes de travail, traduit par une stratégie de normalisation progressive, plutôt qu'un règlement politique total des différends. Progressive et graduel, ce qui revient au même. Oui, mais il y a aussi graduel avec des résultats concrets et je crois, des bilans étapes d'évaluation, et surtout le règlement de normalisation progressive. C'est pour ça que je dis les dossiers sont en cours, ils vont être traités, mais ce sera toujours sous l'œil vigilant des Algériens, parce que c'est eux qui ont généralement qui sont sanguins et qui réagissent au quart de tour. Il y a un autre problème qui semble ne pas avoir été évoqué. Il ne peut pas l'être de toutes les façons, parce que ce serait une déclaration de guerre. C'est que la plupart des harragas, comme on dit nous en Algérie, les émigrés clandestins, ceux qui embarquent depuis l'Algérie à bord, selon votre bourse, selon vos moyens, si vous avez de bons moyens, à peu près plus de 120 millions de centimes, de 120 à 150 millions. Ça revient combien en euros? Divisé par 30, 120 par 30, ça... 4 000, 5 000 euros. Si vous avez les moyens, vous venez en go fast. Vous venez soit par l'Espagne, soit par l'Italie. L'Italie de moins en moins, parce que Tebboune a promis à Meloni qu'il allait faire des efforts, et il a fait des efforts. La plupart des... Ne serait-ce qu'avec les gardes-côtes. Ah oui, la marine bien nationale. Sûr. Oui, parce que ce qu'il faut dire, nous allons peut-être choquer beaucoup de gens, ce qu'il faut dire, c'est que la traversée, elle est contrôlée. Elle est contrôlée. Il laisse passer. Il y a pour des raisons stratégiques. Bien sûr. Il y a de gros passeurs dont jamais un seul a été arrêté. Ils sont connus sur la place. Les gros passeurs, ils sont très connus. Ils ont quasiment des criques, une sorte de ports depuis lesquels ils embarquent. Les gardes-côtes ont des horaires où ils laissent passer de véritables, comment on dit pas escadrilles, c'est pour les avions, une flottille, les armadas. Sur la mer. De véritables armadas qui passent. Vous vous rappelez l'affaire des 100 harragas, des 100 beautés, ou je ne sais pas, des gofas qui sont passés en même temps. Et donc, pourquoi la France, qui est la destination finale? Parce que même les Algériens qui passent par l'Espagne ou qui passent par l'Italie, c'est pour arriver en France.
c'est la destination finale. Pourquoi la France n'essaye pas de régler le problème à la source, de négocier avec le régime algérien, pour lui dire, comme a fait Berlusconi avec Kadhafi, écoutez, il faut arrêter de nous envoyer des armadas de Harraga, dont vous savez très bien que les Harragas finissent tous en France. Pourquoi n'essaye-t-il pas de soigner à l'origine, plutôt que de prendre des OQTF, une poignée par-ci, par-là, au compte-gouttes et de les renvoyer? C'est une question qui est nationale, qui est algérienne d'abord. Oui. Algérienne. Oui. Et pour des considérations socio-économiques. Oui. Pardon? Oui. Pour des raisons socio-économiques. Mais politiques aussi, parce que ça permet au régime de vider son potentiel colère. Oui, d'une certaine manière, mais c'est surtout pour des raisons socio-économiques. Oui. Des chômeurs qui veulent... Il y a même des cadres. Il y a des cadres, toutes les strates de la société sont touchées. Ah oui. C'est clair. Alger, enfin le pouvoir en place, n'a pas d'offre. N'a pas d'offre d'emploi, aucune offre pour cette catégorie de la population, y compris pour certains diplômés de l'université qui n'arrivent pas à trouver un travail. Et cela est une réalité. Le chemin de la Harraga. Oui. Il y a des familles entières qui aussi n'ont pas de logement, vivent mal, etc., pas de travail, prennent aussi les embarcations vers... Oui. Des gens en phase terminale des concerts et tout qui embarquent. Il y a beaucoup leur budget de famille pour... Il y a beaucoup de catégories de ce type qui ne voient le salut que de l'autre côté de la Méditerranée. Absolument, malheureusement, c'est le cas. Mais c'est quand même des dizaines de milliers, sinon des centaines de milliers, qui débarquent en Espagne ou en Italie, singulièrement en France, qui récupèrent tout ce monde et qui se retrouvent dans des situations effectivement de régularisation impossible. Impossible, puisqu'ils sont trop nombreux. D'une part. Et d'autre part, la France vit depuis un moment une crise économique. Absolument. Une crise économique majeure, très importante, où le chômage est très élevé et ne peut pas offrir à cette population qui vient d'ailleurs, d'Algérie ou d'ailleurs, un bien-être, un travail, une situation, un logement, d'autant que, y compris sur le plan du logement, il y a une crise du logement en France que ce pays n'a vraisemblablement jamais connue, peut-être au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait un problème de ce type. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une crise du logement sérieuse, où on ne peut pas loger les gens. Il y a de la délinquance aussi. Oui, mais justement. La misère. Bien sûr. Tout à l'heure, nous parlions... C'est des gens qui ne sont plus hébergés, qui se doivent débrouiller. Et puis, il y a tous les trafics que nous connaissons, y compris de la drogue, y compris, etc. C'est-à-dire qu'il y a un travail de tous les instants de la police française, et puis, qui n'est pas nombreuse en plus. Il y a aussi un handicap majeur, c'est qu'ils vivent en communauté, donc ils sont infiniment plus visibles. Oui. Ils vivent en communauté, ils sont bien déterminés, etc. C'est endogamique. Absolument. Voilà, tout à fait. Oui. Et à ça, il y a aussi je ne dis pas pour la plupart, parce qu'il y a des Harragas qui sont venus pour travailler, ils ont fui la misère sociale, ceux-là vont travailler, vont apprendre la langue, vont essayer de s'intégrer, même s'ils vont mettre 5 ans, 10 ans, mais ils vont réussir. Mais c'est justement la plupart des gens qui arrivent d'abord, ils sont très jeunes, ils n'ont pas la maturité nécessaire, donc ils sont dans la vente de cigarettes, dans beaucoup de choses, et fatalement, il n'y a pas beaucoup de stabilité. Il est impossible d'échapper à la petite délinquance qui peut se transformer en grande délinquance. C'est ce qui pose problème aux Français, puisque leur première priorité, c'est plus l'augmentation du SMIC, c'est la sécurité. C'est la sécurité qui est l'un des premiers problèmes. C'est devenu un enjeu. Un enjeu de politique interne, oui. Majeur. Oui. Peut-être un meilleur enjeu que le chômage. Vous imaginez? Non, je suis tout à fait d'accord. Je peux prendre 2-3 minutes? Oui, bien sûr. Je discutais avec un ami, j'ai dit, quel est l'intérêt du pouvoir algérien, quelquefois, que ce soit pour de l'Algérie en règle générale, en supposant qu'il y a assez de patriotes quelque part qui pensent à notre pays, au-delà de l'illégitimité du pouvoir et de toutes ces scabreuses affaires, etc. Je me suis dit,
on a deux choix. Comment s'extraire du programme politique de la présidentielle française? Que l'Algérie ne soit pas un programme. Je pense au Rassemblement national, je pense à Éric Ciotti, je pense à De Villiers parce qu'il paraîtrait qu'il va y aller, je pense à Rotaillot, je pense à tous ces gens-là. Notre intérêt, c'est quoi? Comment s'extraire du dialogue? Ça passe par une relation apaisée avec la France. Ça passe par faire le ventre mou sur les demandes françaises, parce que l'Algérie, si elle fait... l'Algérie, pour moi, la question algérienne, qui fait partie intégrante du programme de tous les partis politiques, nous avons une carte à jouer, une carte importante à jouer, que ce soit par le soft power, si tant est qu'ils existent, peu importe la manière dont ça va. Et nous avons la clé, pratiquement, de l'élection. On sait bien que le Rassemblement national... Avec l'élection française, bien évidemment. On sait que le Rassemblement national est sur le perron de l'Élysée. Il ne lui reste que 2 pas à faire pour rentrer, quel que soit le candidat, d'après les sondages d'aujourd'hui. M. Mélenchon, même s'il y a un sursaut de la gauche, peu importe, on parle de politique française, peut être au 2e tour. Quelle va être notre projection, à nous en tant qu'État souverain, par rapport à une France conduite par le Rassemblement national, qui n'a pas la même histoire avec Mme Meloni. Nous travaillons aussi de manière correcte avec les Italiens. Oui. La Saipem qui est revenue, enfin bref, ça remonte à Mattei, etc., etc. Donc, quel va être notre enjeu à nous? Et quand je dis nous avons la clé pour l'élection française, nous l'avons. Mais comment s'extraire, de dire les Algériens ne font pas partie de la politique française? Nous ne sommes pas une thématique. Nous ne sommes pas comme le chômage. Vous avez bien dit, cette question-là est plus importante que le chômage. En 2 mots, j'aurais terminé. Oui, bien sûr. Fonds de commerce. En plus, il y a des lobbies. Vous avez l'Empire Bolloré, CNews, Europe 1, etc., etc. Vous avez Stérin, on n'en parle pas. Stérin, le projet Périclès. Il travaille depuis une demi-douzaine d'années. C'est un catholique fervent. C'est ci, c'est ça, c'est ci. Les réseaux catholiques, les anciens de l'armée et de l'OAS, les Harkis, les pieds noirs radicaux. Extrême. Voilà, parce que les réseaux catholiques... Extrême, oui, c'est ce que je dis. Oui, non, je ne me permettrai pas. Bien sûr. Non, mon fils, il s'appelle Issa, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. C'est toutes ces questions-là, parce que l'élection, elle se gagne aussi là. Les gens vont se battre pour gagner quelques voix partout. Oui. Et c'est pour ça que je dis, nous avons une clé, elle est souvent prise en considération par nos services, par nos spin doctors. Maintenant, se mettre dans la posture de quel est l'intérêt des Algériens, même pas des Algériens, de l'Algérie en tant que pays. Est-ce que nous voulons aller vers une crise encore plus forte et ne rien dire, ne rien faire contre l'élection Mais quand vous dites que nous avons la clé, oui. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, un petit peu, mais c'est pour faire justement... Par rapport, à notre potentiel électoral, non, à supposer qu'ils sont tous... Je n'ai pas parlé de ça. Oui. J'ai dit comment on doit s'extraire du marché Algérie pour la campagne. On s'extrait. D'accord. J'ai bien dit qu'il fallait qu'on fasse peut-être des gestes pour le gouvernement actuel, ce n'est pas un problème. Pour Macron, faire le ventre mou sur certaines questions, ne pas aller vers cliver sur beaucoup de problèmes, augmenter les OQTF. Tiens, ils ont bien fait, tu as vu, quand on parle d'Algérie de manière responsable, de manière respectueuse, etc., 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 ça peut marcher. Donc les gens ne vont plus parler. Tous ces candidats-là vont être obligés de parler à leurs concitoyens sur le chômage, sur l'éducation nationale, sur la dénatalité, sur la transition énergétique, Oui, mais de là à constituer une clé. Une partie de la clé. Non, je ne dis pas la clé. Moi, je préfère. Oui, non, mais je suis d'accord. Oui, évidemment. Évidemment. Là, oui, on est d'accord. Effectivement, une bonne coopération avec les gens qui sont les adversaires de l'extrême droite. Il y a très peu de temps. Il reste très peu de temps. Hein. Oui. Il reste très peu de temps. Oui. Il reste 10 mois et demi. Oui. Nous arrivons à la fin de l'émission. Brahim Younsi, et puis Idir, le mot de la fin. Sur ce gouvernement en place à Alger a fait de cette question-là un sujet central. J'allais presque dire... De quelle question ? De la question de la mémoire de l'Algérie française. De l'immigration clandestine. Oui. Ah d'accord, pardon. De l'immigration clandestine, parce qu'elle est massive. Oui, elle est massive. Elle est massive, elle est de plus en plus massive. Et Alger joue aussi là-dessus. Est-ce que... Tebboune qui dément
qu'elle soit massive. Non, elle est À massive. plusieurs reprises. Non, nous le savons. Nous le savons, elle est massive. Oui. Et en plus, les techniques qui sont employées. Vous savez que ceux qui sont retenus, comment appelle-t-on ça, dans les centres de rétention Oui. sont visités par les consulats pour savoir s'ils sont de nationalité algérienne ou pas. Ils sont revendiqués au moins. Oui, non, mais c'est que les agents du consulat qui viennent pour identifier les détenus, entre guillemets, ou les retenus, ils sont bien. Généralement, ils disent qu'ils ne sont pas algériens. Oui. Ils ne sont pas algériens. C'est dire que cette question devient épineuse dans les relations algéro-françaises, parce que les Français savent qu'il s'agit bien d'Algériens. Pour les Français. Pour la délivrance des laissez-passer. Comment? Pour la délivrance des laissez-passer. Ah oui, non, pas seulement. Cela délivre le laissez-passer, sinon ils ne peuvent pas l'expulser. Vers quel pays? Vers quel pays? Parce que personne ne reconnaît à ces gens-là une nationalité. Les Marocains aussi. Quelquefois, ils reconnaissent leurs ressortissants, ils acceptent de les rapatrier, les Tunisiens aussi, mais les Algériens, c'est rare qu'ils reconnaissent. Alors que les OQTF algériens qui sont expulsés sont les premiers en France. Oui. Statistiquement, ceux qui sont le plus expulsés, ce sont les Algériens. Parce qu'ils sont les plus nombreux aussi. Voilà, exactement, c'est relatif, tout à fait. Il y a des en moins d'une minute. Même pas. Je crois qu'il y a une mesure européenne ou même qui traite ces questions d'OQTF, de laisser passer, en sous-traitant ça à d'autres pays. Certains pays africains, il y a même l'Albanie qui est prête à recevoir, compte évidemment. C'est dans l'air. Non, ils ont commencé à le faire, paraît-il. On externalise. Tout à fait. Voilà. Tout ça pour que la société puisse être apaisée. Juste pour terminer, je dis que l'Algérie détient une clé, pas la clé. Ah, une clé. Voilà. Là on est d'accord. Ouais. Là, on est d'accord. Vous voyez comment je vous ai eu là? Oui, le mot de la fin. Dans le vrai. Idir, merci beaucoup, Brahim. Merci beaucoup. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bonne soirée à vous.